Ce podcast vous est présenté par FrenchWeb.co. FrenchWeb.co, c'est une offre simple de site internet clé en main. Le point fort de FrenchWeb, c'est le respect de votre budget et de votre planning. Retrouvez notre offre sur www.frenchweb.co. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on prend la direction du Maroc à la rencontre de Siam. Siam a un parcours qui est assez original pour quelqu'un qui a décidé de travailler en full remote. Mais le plus simple, c'est que Siam, je vais te donner la parole, je vais te laisser te présenter. Donc, qui tu es, où tu es et surtout ce que tu fais. Bonjour Ali, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Je m'appelle Siam, je suis consultante éditoriale, je vis actuellement au Maroc et je suis basée à Tamraght, qui est un petit village entre Agadir et Tarazout. C'est un petit surf spot au fait qui est très sympathique. Par la suite, donc moi, mon parcours, je dirais pas que j'ai tellement un parcours qui est très typique. Au fait, c'est quand même assez atypique, puisque j'ai quitté l'école au fait à ma quatrième année. Euh, les gens ils diront quand on est un peu cinglé au fait de faire ça, de quitter l'école, de tout quitter, de partir pour apprendre un métier de zéro, mais il y a des histoires qui prouvent bien que quand on suit ses rêves, quand on suit ses passions, on finit bien par atteindre ses objectifs, par atteindre sa vision et son ambition. C'est justement ce qui est arrivé. Je me suis juste battue au fait entre des stages, entre des premiers emplois, pour apprendre la conception et rédaction, par la suite apprendre les métiers de l'éditorial, puis le content marketing, le branded content, la communication, le côté PR, et au final pour tout rassembler sous une seule activité qui est le consulting éditorial et qui fait que actuellement on peut dire que je vis de ma passion. D'accord, je comprends mieux. Par contre, quand tu dis tu quittes en quatrième année d'enseignement supérieur, et quel était ton cursus à ce moment-là? Donc tu faisais des études en quoi? Alors, je faisais des études à l'ENCG de Stats, en marketing et action commerciale. Au fait, ce qui se passe, c'est qu'au fait, c'est soit on va faire 5 ans et on va avoir un master en marketing, sinon, c'est rien. Donc, si on quitte avant la cinquième année, c'est comme si on s'en sort avec un niveau bac au final, ou au pire des cas, une attestation bac plus 3. Mais on n'a pas la totalité des années au fait qu'on a étudié. Euh, j'ai souvent interviewé des gens qui avaient soit qui n'avaient pas attaqué des études supérieures, soit qui les avaient attaquées, qui les avaient abouties. Toi, sur 50, on avait déjà fait 4. Qu'est-ce qui te pousse en fait à la quatrième année de quitter? Parce que tu te dis, tu en as fait déjà 4, il t'en reste plus qu'une. Au Pourquoi ne fait, pas aller jusqu'au bout? c'était plutôt au fait pourquoi j'ai rejoint l'ENCG. J'ai rejoint l'ENCG, c'était la pression sociétale, la pression un peu familiale, les attentes. C'est une grande école, tu vas avoir tu as un avenir assuré quand tu en sors, vas-y. Mais au final, au fond, quand on analyse la chose, l'ENCG n'a jamais été faite pour moi. Moi, à la base, je voulais partir étudier la cuisine ou le journalisme à la base. Donc le marketing, tout ce qui est management, c'était pas pour moi. Et mais j'avais peur. J'avais pas le courage. Donc et je m'encassais et je m'enfonçais encore plus et les années passaient. Et c'est ce qui fait qu'à la quatrième année, c'était vraiment le déclic. C'était vraiment là où j'étais à bout, j'en pouvais plus, j'appartenais pas à cette école. Je me sentais pas bien. C'était pas ma vocation et c'est là où j'ai décidé de dire stop. Allez maintenant, on va sauter un gros pas, on va faire un risque, on va s'en sortir sans diplôme, mais il va falloir tout apprendre à zéro. D'accord. Euh, donc, on passe d'une envie d'être dans la cuisine, d'une envie du journalisme au marketing. Incroyable. Non, non, mais Incroyable. non, non, mais après, c'est des passions, comment dire, c'est tu te rends compte qu'aujourd'hui, les gens qui ont 20, 25, comment dire, qui ont 20, 25 ou 30 ans de carrière ou 30 ans de métier dans 30 ans de carrière dans un métier très très bien établi, ils craquent à 45 ou 50 ans pour aller être cuistot, boulanger, glacier ou autre. Mais Donc tu sais, autant, aux comment dire, dernières nouvelles, voilà. je suis en train d'ouvrir un restaurant, hein, aux dernières nouvelles. Et pourquoi pas? Oui, voilà. Et pourquoi pas? Donc du coup,
Donc, tu décides de quitter tes études, tu te lances, donc tu apprends le métier par toi-même, tu décides de te lancer. Comment ça se passe pour avoir tes premiers clients? Alors, comment ça se passe? Au début, c'est très dur. Au début, c'est très dur. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, et même maintenant encore, le freelancing au Maroc, c'est très dur. Parce que moi, je voulais être freelance. D'accord? C'est hyper dur parce que ce n'est pas bien structuré. Ce n'est pas bien structuré. Il y a un cadre juridique qui est là, qui est le statut d'entrepreneur. Mais en fait, les plateformes pour trouver les plateformes pour trouver des missions. Donc tout se faisait de manière un peu officieuse. C'était plutôt les connaissances au fait qui connaît qui, c'est plutôt le networking qui ramenait des clients. Donc j'écrivais des petits articles au début pour 5 dollars. Quand j'y pense maintenant, j'ai envie de détailler. J'écrivais des articles de 1000 mots avant tellement je ne m'y connaissais pas pour 5 dollars. C'était incroyable. Ah, ça a Euh, changé. Comment dire, depuis, rassure-moi, ton taux journalier a changé quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais au début, je m'y connaissais pas. Pour moi, je gagnais déjà 5 dollars en ligne. C'était une consécration. C'est comme si je gagnais aux Jeux Olympiques. Donc, mais après, le hasard a fait que j'ai pu collaborer sur une première mission de grande ampleur avec une agence à Rabat. Et c'était au fait justement pour la couverture du pape, de la visite du pape au Maroc. D'accord. Donc, D'accord. j'ai collaboré sur cette mission. Donc, le fait d'être sur un projet de grande ampleur avec une dimension géopolitique, donc j'ai commencé à m'intéresser au fait au contenu institutionnel. J'ai commencé un peu à varier mon offre, à m'intéresser à plusieurs secteurs. Et c'est ce qui fait aujourd'hui. Je travaille avec des clients qui partent, par exemple, qui sont dans les médias, qui sont dans la cybersécurité, qui sont dans l'immobilier, le retail, l'économie circulaire, l'associatif, l'institutionnel, c'est très varié. Mais je dirais que it did kickstart. En fait, ça a très bien démarré après la couverture de la visite du pape. Et c'est là où il faut aussi apprendre à être reconnaissant. Parce que j'avais un mentor à l'époque qui s'appelait Yasser. Même si bon, la vie a un peu séparé nos voies maintenant, mais il faut apprendre à être reconnaissant. Et c'est justement grâce à cette personne que j'ai pu démarrer ma carrière aujourd'hui. Là, on est en quelle année à ce moment-là? En 2019. 2019. Donc c'est vrai on va dire, toi, ta bascule, elle s'est faite il y a très peu, entre guillemets, il y a très peu de temps. Donc là où tu prends conscience que tu peux gagner ta vie en travaillant de cette manière, euh, qu'est-ce qui se passe entre 2019 et aujourd'hui? Alors, entre 2019 et aujourd'hui, c'est des va-et-vient entre le monde du consulting, du freelancing et le monde des CDI. Techniquement, j'ai commencé à réellement créer du contenu il y a 8 ans. Il y a 8 ans, mais je le faisais, moi je calcule même pas au fait la période avant parce que ce que je facturais à l'époque, c'était vraiment une misère. C'était une misère et j'ose même pas en parler des fois tellement je suis choquée de ce que je faisais comme pratique de facturation. Euh, mais donc je dis que ça a commencé à partir de 2019 justement. Euh, alors qu'est-ce que j'ai zappé. Alors attends. Euh, on parlait, Non, on non, mais parlait. non, quand je te disais, entre 2019 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau professionnel? Oui, ouais, oui. Alors, au fait, voilà. J'ai essayé de me tenir, au fait, euh, assez bien financièrement. Donc, je partais, au fait, entre le CDI et le freelancing. J'ai essayé le CDI 2 fois, ça n'a jamais marché. Et après, bah, j'ai décidé de continuer à marteler sur la voie du consulting jusqu'à avoir une base clientèle qui me permette justement de me détacher. Le Covid est venu, j'ai eu une idée business, j'ai fondé une entreprise. Et au final, au fait, cette entreprise, même si elle marchait bien, c'était le secteur dans lequel elle opérait, c'était un secteur qui était justement toxique, ça ne m'allait pas. Et donc, il fallait privilégier un peu sa santé mentale. Et c'est comme ça que avec des clients en poche, certes, mais pas grande certitude sur l'avenir ou ce qui allait se passer. J'ai fait mes clics et j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie ailleurs, recommencer une nouvelle vie. Et maintenant, on dirait que ça fait 6 mois que ma nouvelle vie a commencé, que je vis vraiment la vie
que je voulais avoir depuis longtemps. D'accord. Euh, le fait de le fait d'être à ton compte et de travailler en total remote, c'est arrivé en même temps ou c'est le fait d'être à ton compte qui t'a donné envie de quitter les grandes villes marocaines pour aller ouais, dans un petit village, quoi. En fait, on dirait, l'une a entraîné l'autre, en fait. C'était vraiment pour des raisons personnelles et parce que j'ai tout fait à Casablanca, je savais que ça n'allait pas. Parce que c'est une métropole qui est juste tentaculaire et c'est plein de monde, c'est quand même assez pollué, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de trafic. C'est un peu le Paris de l'Afrique du Nord. C'est un peu invivable pour moi. Bah, Il fallait qu'il y ait une série d'événements unfortunate, d'événements un peu chauds au niveau personnel, donc qui ont martelé l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il y ait au final le déclic. Donc je vais faire un voyage dans la station de Tarazoutay. Et là, il y a eu un déclic une semaine après. Je ferme mon entreprise, je change de numéro, je pars commencer une nouvelle vie ailleurs sous le soleil, alors que je suis une personne qui préfère normalement l'hiver. Et je suis partie sous le soleil et je le regretterai jamais. d'accord. Euh, quand tu dis partir sous le soleil, on peut, comment dire, c'était principalement au Maroc ou t'as voyagé hors des frontières du Maroc? Alors, en fait, on en parlait. La plupart des personnes en fait qui sont en digital nomade, ils le font en fait et ils partent en vadrouille autour du monde pour découvrir un peu C'est le pays ça. du monde. Donc moi par contre, je me suis installée au Maroc. J'ai pas changé, j'ai pas changé de pays, mais parce que pendant longtemps, je croyais au fait que pour trouver la paix intérieure, pour trouver un endroit qui m'aille réellement, il fallait que je me rende à l'étranger. C'était vraiment mon idée, c'est que je ne pourrais jamais trouver mon bonheur au Maroc. Jusqu'à ce que l'hasard fasse, que je découvre le petit village de Tamraght. Ce qui fait que c'est un village qui est cosmopolite. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Irlandais, des Portugais, des Français, il y a des Marocains, il y a des Amazirs, il y a des Arabes. Tout le monde vit en symbiose et en harmonie. Et quand j'ai trouvé ça, et quand j'ai trouvé que c'était mon petit paradis, j'ai décidé Ouais. de mettre une base à Tamrat. Ça sera ma base. Je vais vadrouiller dans le monde pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais je vais revenir, je reviendrai toujours à Tamrat. Donc oui, je voyage à l'étranger, mais je voyage aussi au fait au Maroc. Je voyage au Maroc parce que le fait d'être en remote, ça m'a appris à redécouvrir mon pays, ce qui est juste fascinant parce que j'ai 28 ans, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, mais ce n'est qu'à 28 ans que je découvre le Maroc. Parce que le Maroc, je ne vais pas le découvrir en allant m'installer une semaine quelque part. C'est quand je pars, quand je m'installe pendant 2 semaines, pendant un mois quelque part, je découvre des choses et je me dis, mais où est-ce que j'étais, dans quel cave je vivais et pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le pas de vraiment découvrir mon pays bien avant. Et surtout, cette envie de me reconnecter avec mes origines amazighes. Donc, je pars dans des petits patelins, j'essaie d'apprendre un peu la langue, j'essaie d'apprendre la culture et voilà, de se reconnecter à ses sources. Mais c'est très important et je crois que beaucoup de Marocains et beaucoup de personnes à travers le monde, ils peuvent faire ça. Donc, qu'on ne croit pas que parce qu'on est né dans un pays, qu'on appartient dans un pays, qu'on emporte la nationalité, ça veut dire qu'on connaît le pays. Il faut encore partir à la découverte de ses origines et de là où on vient. C'est assez intéressant ce que tu dis, puisque généralement, c'est ce que je te disais aussi au début, hein. Toutes les personnes que j'ai eues dans le cadre du podcast qui étaient en remote ont, ont, ont toutes franchi le cap en allant pour la plupart en Asie, quoi. Donc pour la Oui, plupart ont mis plusieurs milliers de kilomètres entre leur pays d'origine ou leur ville de résidence et le lieu où ils souhaitent travailler aujourd'hui pour trouver cette paix intérieure. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu l'as fait, mais en restant, c'est à quoi? C'est 200, 300 kilomètres ou un peu plus? je suis à 472 kilomètres exactement de Casablanca. Vraiment, 472 kilomètres. J'ai pas fait les choses à moitié. Et donc, c'est vrai que c'est un peu loin.
C'est vrai que c'est un peu galère pour rentrer à Casablanca des fois pour gérer des choses qui sont relatives au travail ou avec mes clients. Mais c'est toujours avec un très grand bonheur que je reviens. Et ça me permet de faire un truc qui est assez cinglé. Des fois, je sors la carte du Maroc, je continue de zoomer, je vois un petit point rouge quelque part et je me dis, bah, c'est là, on y va, on va voir ce qu'il y a là-bas. Et du coup, la question aussi qui est intéressante, c'est pareil. Donc, comment dire, je reprends toujours cet exemple des gens qui décident de voyager pour s'installer et travailler. Ils s'installent dans des grandes mégalopoles, dans des grandes métropoles et grandes mégalopoles, pour justement être au plus près des prospects et de futurs clients. Toi, tu as fait l'inverse, c'est que tu quittes Casablanca pour y avoir vécu. Donc, je vois à quel point c'est tentaculaire que tu me le disais, comme tu le disais au début. C'est pour donner une idée, le Grand Casablanca, c'est plus de 700 km². Oui, oui, Paris, oui. c'est 106 km². C'est, Voilà, juste pour avoir un point de repère. Euh, oui, oui, tu as raison, c'est quand même énorme. c'est ça. Non, non, c'est immense. Euh, est-ce que comment dire, est-ce que le fait d'être plus loin, ça t'a apporté plus de clients? Et si oui ou sinon, comment tu gères cette relation avec les clients? Parce que généralement, les clients, lorsqu'ils font appel à quelqu'un en remote, ils ont tendance à croire que cette personne est dans une grande ville qui est ultra connectée. Ils se font pas, comment dire, ils ont pas en tête l'idée de la freelance ou du freelance dans un village au sud du Maroc. Alors, je vais juste répondre au fait en trois points. Le premier point, qui m'a aussi surpris, d'accord, et je vais bientôt aussi publier un petit documentaire sur les digital nomades qui vivent entre Tamarart et Tarazout. Euh, Beaucoup de personnes ne pensent pas aux profils qui vivent là-bas. Mais quand je leur ai montré les gens qui vivent là-bas, des gens qui travaillent avec la Banque mondiale en freelance, ils vivent là-bas, Mm, des gens qui travaillent avec des agences gouvernementales qui vivent là-bas. C'est pas des petits profils. C'est des profils qui ont quand même une expérience assez poussée et qui s'installent là-bas. Justement, pourquoi? Parce qu'au fait, la région est propice à la créativité, elle est propice au développement artistique, du sens critique. D'autant plus, pourquoi? Parce que déjà, il y a le climat. Il fait beau toute l'année. Il y a la beauté des paysages. Il y a ce calme au fait ce calme qui laisse finalement les personnes penser. On peut finalement penser, on apprend à vivre doucement et donc bien sûr nos idées se développent et notre activité se développe. Ça d'un côté. D'un autre côté, je sais que les gens qui vont écouter ça, ils vont peut-être penser que je suis un peu fanatique de Bouddha ou un truc comme ça. Mais des fois, c'est vraiment décider de suivre sa voie interne. Moi, ma petite tête me disait, écoute, il y a un truc pour toi là-bas, vas-y. Je n'avais aucune certitude. Sauf que quand j'ai débarqué au fait à Tamalart, déjà je me suis retrouvée sur un axe qui est en développement. Actuellement, la région d'Agadir jusqu'à Essaouira, c'est en ouais. plein développement. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'investissements, et donc qui dit investissement, il y a des opportunités business. Il y a même un technoparc qui est en train maintenant d'ouvrir à Agadir. Donc au final, j'ai trouvé des collaborations. J'ai trouvé des collaborations sur cette région-là, soit avec de grandes salles de sport, des surf camps, des hôtels, j'ai continué à marteler mes connexions, en fait, que j'ai rencontrées. Là-bas, ils m'ont permis d'avoir accès à une clientèle étrangère. Et encore plus étrange, et c'est le troisième point, c'est que ma clientèle à Casablanca, elle a augmenté. Quand je suis partie de Casablanca, je n'ai jamais compris, je n'ai pas d'explication logique pour ça. Mais ma clientèle a augmenté. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, c'est si tu avais une explication, ou si tu avais identifié voilà, comment dire, un élément pouvant expliquer le fait que quitter Casablanca te rapprochait encore plus de ta clientèle. Disons en fait que voilà, c'est justement le fait que j'ai repris confiance en moi, le fait que je sois installée dans un univers, dans une ambiance qui me permet de donner le meilleur de moi-même, parce que c'est très, ça permet de développer sa créativité. Donc, je travaille dans le contenu, donc c'est vraiment le milieu propice. Et je crois que le fait d'être dans un milieu propice à la création et à l'innovation, ça m'a permis de développer ma carrière parce que j'étais plus focus, j'étais concentrée, je voyais mon offre plus clairement et j'arrivais à avoir des clients en fait
plus facilement parce que voilà, j'y voyais plus clair dans ma tête. Et mon offre était mieux structurée, je savais mieux où aller la chercher, j'avais plus de temps, donc je pars lire, je pars découvrir des choses, donc j'augmente mes compétences parce que j'ai du temps, parce que je ne fais pas une heure d'aller aller et retour entre, par exemple, l'endroit où je vais aller bosser, mais je suis juste chez moi. Et ces 2 heures-là, bah, je les économise pour lire des livres, pour écouter des podcasts, pas podcasts justement, écouter des podcasts et développer mes compétences. Et c'est ce qui fait que voilà, c'est un cercle virtueux. Une chose en développe une autre et on finit par avoir plus de clients. Euh, 2020, le Covid est passé par là, donc je pense que ça a mis un sacré coup d'arrêt à tes ambitions de voyage, ce qui est normal. Du coup, là, comment tu envisages la suite? Après le Covid, Ouais. Comment tu envisages là la suite pour ton activité à partir de maintenant? alors à partir de maintenant, c'est le Covid m'a juste fait marquer quelque chose dans ma tête, c'est vas-y, go non-stop. Ne t'arrête pas parce que on a tous vécu dans l'illusion de croire qu'on a le temps. On se dit tout un jour. Un jour, je vais faire ceci. Un jour, je vais me mettre au sport. Un jour, je vais voyager. Un jour, je vais investir. Et parce qu'on croit qu'on a le temps. Mais c'est ça l'erreur. On n'a pas le temps. Le temps, il faut le fixer à un moment donné. Et donc maintenant, j'ambitionne vraiment de me transformer premièrement en agence pour pouvoir recruter, pour pouvoir en fait bâtir un petit écosystème autour de la création de contenu. Il y a le restaurant qui va venir aussi parce que c'était un rêve d'enfant. C'est vraiment un rêve d'enfant d'avoir un restaurant. Et c'est de développer en fait un ensemble d'activités autour du tourisme, autour du catering, de la création de contenu, de tout ce qui me passionne pour qu'au final, avoir une certaine indépendance financière et pouvoir quitter le système corporate vers 35 ans et juste apprendre à vivre. Mais t'as bien raison. Écoute. Comment dire, comment tu décrirais là aussi comment tu décrirais l'état d'esprit freelance au Maroc? Alors, il y a quelque chose au fait ça commence à se professionnaliser. Ça commence à se professionnaliser. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous a impacté au Maroc, nous les freelances, pour qu'on puisse au fait vraiment galérer à trouver des emplois en remote et qu'au final, même en freelance, des clients ils peuvent encore demander du présentiel parce qu'ils ne font justement pas confiance au freelancing. Parce qu'il y avait sur une période donnée, quand ce n'était pas régularisé, il y avait une fraction de population qui ne prenait pas ça au sérieux. Et donc, au final, a failli, en fait, cela a fini par impacter la réputation un peu de cette méthode, au fait, d'activité, de cette méthode de collaboration au Maroc. Donc, mais au final, ça commence à s'arranger. Maintenant, les Marocains, ils font de plus en plus confiance aux freelancers. Pourquoi? Parce que, bien sûr, grâce au Covid, vraiment, je le dis, grâce au Covid. Le Covid nous a permis d'avoir une activité parce qu'il y avait le télétravail. Donc maintenant, on est passé vraiment du concept de, on n'est plus dans l'emploi, on est dans le travail. On est vraiment dans le travail, on est vraiment dans l'activité, on n'est pas, les gens ne sont plus dans le micromanagement, ils sont plus au fait dans la rentabilité, l'objectif, les deadlines. Donc oui, c'est en développement, mais ça a vraiment besoin d'être structuré, ça a vraiment besoin d'avoir une base, ça a vraiment besoin d'avoir... parce qu'au fait, euh, je veux dire quelque chose. Pour les digital nomades, même pour l'offre, par exemple, on va en parler par la suite, pour l'offre touristique de digital nomade au Maroc, elle n'est pas vraiment appuyée par les acteurs étatiques qui doivent être responsables comme l'ONMT et les CRT, mais elle est appuyée par des acteurs privés qui, eux, développent les espaces coworking et l'offre touristique, au fait, et en font la promotion. Donc ça se D'accord. développe, mais ça a Ok. besoin d'appui par la suite. D'accord, je comprends mieux. Et comment dire, l'État est complètement, comment dire, complètement désintéressé ou c'est par manque de moyens ou c'est par manque de vision? Alors je dirais, bon, ils disent que par les d'État, on peut se faire taper sur les doigts, mais à un moment donné, il faut le dire.
d'accord? Il faut dire ce qui se passe, il faut dire la chose. Au fait, la vision au fait du branding territorial du Maroc en tant en fait en tant que destination touristique, ça s'adresse au fait aux touristes étrangers qui sera là sur une période d'une semaine, de 15 jours maximum. C'est une période moyenne de vacances au Maroc. 15 semaines, ça s'adresse aux touristes qui va venir, soit il veut une activité désert, soit une activité station balnéaire, mais aucune offre pour le digital nomade. Et comment est-ce qu'on perçoit ça sur le terrain? On le perçoit, par exemple, les stations touristiques, par exemple, moi là où je suis, Agadir, Tarazout, c'est plein de digital nomades. Par contre, je ne connais que deux ou trois espaces coworking qui ont été développés par des acteurs privés et qui eux-mêmes font en sorte de fournir ce qu'il faut pour ces digital nomades en termes de connectivité, d'infrastructure, en termes par exemple de services comme la comptabilité, comme les services d'impression, mais l'État, au fait, ne voit toujours pas le Maroc comme une destination digitale nomade, ou il ne voit pas le nomadisme digital comme une forme de tourisme. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand le touriste vient pendant 15 jours, qui profite au fait de cette visite? C'est l'établissement hôtelier, les tours opérateurs, les services d'excursion et d'activité. Quand le digital nomadie vient, c'est toute l'économie qui en bénéficie. C'est les petites boutiques de souvenirs, c'est les petites épiceries de quartier, c'est le monsieur qui va lui louer une maison, c'est les cafés, c'est les espaces coworking, c'est tout l'écosystème, tout le système économique au fait local où va se poser ce digital nomade qui va en bénéficier. Donc je crois qu'au fait que le Maroc a vraiment intérêt de développer une offre pour ces gens-là. Parce qu'au fait, nous sommes une destination attractive pour les digital nomades. Et justement, ça serait une preuve que le Maroc a finalement tiré un apprentissage du Covid. Parce que les gens, maintenant, ils sont en télétravail. Les gens, ils sont changés de mentalité. Ils ne veulent plus juste gagner de l'argent et se développer dans leur carrière. Ils veulent aussi vivre, être bien mentalement. Donc, oui, c'est quelque chose qui va vraiment se développer à l'avenir. Et toi, quelles sont tes ambitions, justement? Soit au Maroc, soit à l'étranger. Donc, Mais il y a l'ambition de devenir une agence pour pouvoir recruter comment dire, et croître. Oui, c'est justement pour pouvoir croître parce que actuellement je peine un peu à faire face à la demande toute seule parce que je suis toute seule donc il y a cette obligation de recruter, il y a cette obligation de se transformer en agence. Donc ça d'un côté. Mais oui, si mon agence grandit, bah, tout le monde, en fait, pourra travailler en digital nomade. J'aurai beaucoup de personnes qui vont collaborer avec moi, qui pourront également avoir cette vie-là. Mais c'est surtout être dans l'impact. Mon ambition, c'est être dans l'impact. Mon ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi d'autres jeunes Marocains et qui découvrent au fait qu'il est possible pour eux de se détacher un peu du système, de vivre librement tout en générant du revenu et en créant de la valeur. C'est d'être là, au fait, d'avoir de l'impact, au fait, que ce soit dans le secteur, par exemple, de la promotion du bien-être et de la santé mentale, parce que c'est quelque chose dans lequel je crois, le développement des compétences, du contenu. Bref, c'est très mixte, au fait. C'est pas vraiment une seule ambition, mais c'est une ambition globale, c'est d'avoir de l'impact et, euh, et de tendre la main, en fait. Comme on t'a tendu la main un jour, de tendre la main à quelqu'un et, euh, et que la chaîne en fait de la chaîne humaine continue. Est-ce qu'il y a un collectif? Est-ce qu'il y a un collectif? Et s'il n'y a pas de collectif, est-ce que t'envisages d'en créer un? Parce que de partout, tu vois, par exemple, moi je vais en France, il y a les cafés freelance. Ils sont dispatchés dans plusieurs villes, dans la Marseille, à Nantes, Lyon. Et tu as, régulièrement des événements où tu as t'as des pitchers qui viennent expliquer soit leur parcours, soit donner des tips sur différentes facettes différentes facettes d'un business pour justement faire croître et montrer aux autres qu'il y a une possibilité de faire et de réaliser. Oui, Comment dire, est-ce que lancer ce concept au Maroc, ça serait pas ambitieux? ce n'est pas juste ambitieux, il le faut. On est obligé de nous regrouper. Pourquoi? Parce que déjà,
Au niveau réglementaire pour un digital nomade, pour un freelancer, il y a le statut auto-entrepreneur qui cadre, mais ça cadre uniquement le côté facturation. Mais il y a beaucoup au fait de blanche juridique qui est encore là pour la protection des droits des digital nomades, notamment dans les collaborations, pour éviter ce qu'on appelle un peu le CDI masqué, où tu es en freelance, mais on t'invite à être en présentiel au minimum 4 jours sur 5 au bureau. Donc, il le faut, on doit se regrouper premièrement pour faire pression et avoir au fait un cadrage juridique complet de l'activité freelancing au Maroc pour pouvoir ramener plus d'opportunités, pour pouvoir partager l'expérience et pour pouvoir tous se hisser finalement vers le haut. Donc oui, ça, je ne pense pas que ça existe au Maroc, mais c'est l'une des choses auxquelles je pensais. Il me faut juste bien sûr le temps nécessaire ou un peu de temps et il faut que je crée ce temps pour pouvoir m'investir justement et trouver d'autres personnes qui veulent suivre la même voie pour qu'un jour, en fait, comme il y a des paradis fiscaux, le Maroc soit un paradis digital nomade. Et comment dire ça, c'est assez intéressant parce que connaissant aussi bien le Portugal a longtemps été vu comme un paradis fiscal pour les retraités. Mais ils ont mis en place le visa pour freelance. Et tu vas Oui, sur une île de oui, Madère, tu as des espaces entiers de l'île qui sont dédiés co-freelancing. oui, justement en fait, parce que là, même l'offre de visa qu'il y a par exemple pour le Maroc, d'accord, il y a pas d'offre visa digital nomade, ça n'existe pas. Alors que c'est actuellement tous les autres pays au fait avancent pour ça. Il y a la Roumanie, il y a la Roumanie, il y a l'Estonie, le Portugal aussi. Donc il faut vraiment cadrer ce tourisme au fait et rassembler au fait l'ensemble des outils et des atouts qu'il faut pour réussir ce genre de tourisme. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant il y a plusieurs entités internationales, c'est des organismes internationaux qui s'intéressent à la réglementation et aussi à, à l'amélioration de l'offre digitale nomade au Maroc, mais sans que ça vienne pour autant en fait du gouverneur ou de l'organisme régulateur de la situation. Donc oui, ça également, c'est très important. D'accord. On arrive à la fin du podcast. J'ai toujours quelques questions que je pose. Quels seraient tes conseils, ton ou tes conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer à son compte tel que tu as pu le faire? Euh, je dirais que ça peut faire peur. Moi, au début, j'ai tellement eu de l'anxiété, j'ai tellement eu peur de ce pas que j'ai eu une montée de fièvre. Mon corps, il a réagi en faisant une montée de fièvre. C'était incroyable. Je n'étais ni malade ni enrhumée, mais tellement j'avais peur que j'ai déclenché une fièvre. J'ai déclenché un état très fébrile. Mais déjà, on va être un peu réaliste, d'accord? Moi, c'est vrai que j'ai eu la folie de le faire sans être préparé ni financièrement ni rien, mais il vaut mieux avoir quand même une préparation financière, un petit fonds de sécurité financier au cas où, au fait, où it backfires. Euh, Mhm. Comme ça, au fait, on a un fonds de sécurité à côté, d'avoir une vision, de bien définir son champ d'activité, euh, de bien définir au fait un peu la concurrence aussi, parce qu'il faut avoir un business plan qui marche. Mais le plus important, c'est d'y croire et juste sauter le pas. Comme on dit, il faut faire la fête avec tout son corps, avec tout son âme. Même si on y laisse des plumes, ça repousse. Il vaut mieux le faire et que ça ne marche pas et qu'on en tire un apprentissage qu'un jour se retrouver à se dire, eh ben, j'aurais peut-être dû essayer. De toute façon, moi je pars du principe qu'à un moment donné, euh, vaut mieux te lancer et te casser la figure le plus vite possible. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, comme tu sais, je fais de l'accompagnement à la création de boîtes. Mhm. Et je vois des gens, en fait, si, qui ont eu un business pendant des années et ils tournaient parce qu'ils tournaient, c'est presque par la grâce de Dieu. Oui. Parce qu'ils ont été là au bon moment. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit, avec les fonds qu'il Mhm, fallait à mhm. ce moment-là. Et ils ont lancé un truc et qui a tourné, 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 tourné. Le Covid est passé par là.
ça a été une catastrophe. Et, et à l'inverse, certains se sont découverts une capacité dingue à gérer leur boîte grâce au Covid. Il y a des Oui. questions, tu sais, des fois on te demande de faire des plans financiers sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce qui est complètement délirant pour ma part, c'est que j'arrive pas à comprendre comment tu peux te projeter à 5 ans aussi précisément. Pour moi, c'est une énigme. On- Euh, et en fait, moi, depuis le Covid, maintenant, je m'amuse à faire des plans financiers sur 1 an, 3 quand le client est pointilleux ou qu'il a peur, ce qui est normal parce que le banquier lui a demandé. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je leur pose une question, je pose la question à des entreprises qui ont déjà une ancienneté. Certains, c'est une question qui est purement rhétorique. Si je leur dis qu'est-ce que le Covid vous a apporté, il y en a, ils te disent ouvertement, moi, le Covid, à cause du Covid, j'ai fermé ma boîte. Oui. Ce qui est normal. Et il y en a qui te disent, en fait, le Covid m'a permis de pivoter et l'année 2020 ou 2021 a été la plus belle année de l'existence de ma société. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as toutes les cartes qui sont rebattues. Le jeu entier est rebattu. Et ce qui fait que il y a une crainte, ce qui est normal, mais à un moment donné, il faut se lancer le plus vite possible. Il faut apprendre à se lancer le plus vite possible. Il faut, parce que c'est même question d'éducation. Je vais l'expliquer clairement. En fait, au Maroc, euh, on a un adage en arabe, je vais le traduire littéralement en français, c'est marcher à côté du mur. C'est de faire tout ce qui est sûr. On n'a pas une culture, on n'a pas une éducation qui apprécie au fait ou qui valorise la prise de risque. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde cherche le moyen le plus sûr, avec le moins de risques possible. Et c'est le salariat, et c'est l'emprunt pour vivre un peu le rêve. Le rêve marocain, c'est d'avoir une situation stable financière, d'avoir des assets immobiliers et une voiture finale. Mais non, c'est quand on risque au fait que sa deuxième vie commence. C'est quand on risque que sa première vie commence. Parce qu'au final, moi, quand j'ai sauté le pas, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Ouais, c'est Pourquoi ça, j'avais c'est aussi la peur? grande question. Genre, mais au final, euh, vaut mieux le faire maintenant et ne pas se dire que voilà, on est en retard, quoi que ce soit. Mais par contre, il faut toujours vérifier si c'est fait pour soi parce que pas tout le monde, il y a pas toutes les personnes sont faites pour vivre en digital nomade. Il y a des personnes qui sont voilà, faites pour être dans le salariat. Ça leur va mieux, d'accord? Cette stabilité, ça leur va mieux. Donc, il faut vraiment savoir est-ce que c'est fait pour toi. Est-ce que ce mode de vie est fait pour toi? Parce que c'est un mode de vie qui a quand même un certain degré d'instabilité. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec l'instabilité, l'incertitude, le fait que demain peut changer drastiquement d'aujourd'hui? Et est-ce que tu es à l'aise pour à être là, à prendre des risques, tout en sachant que voilà, tu peux te casser la gueule à un moment donné? Et surtout, comment est-ce que tu prévois de te relever? Eh ben écoute, on va finir sur ces conseils et c'est les conseils que je partage entièrement. C'est calculer le risque, se lancer au plus vite et se casser la gueule au plus vite et redémarrer sur des bases un peu plus solides. Ah, justement, voilà. Y a pas de, mais il faut aussi là aussi mesurer le risque, hein. Mesurer le risque au minimum. C'est pour ça, moi, je t'ai dit, moi, faire des plans sur 3, 4, 5 ans, 10 ans, ça n'a aucun intérêt, quoi. Oui, parce que est-ce que tu as vu qu'en 2012, on a tout prévu. En tant qu'humain, on a tout prévu. En 2012, on s'attendait même, si tu te rappelles de ce mouvement selon le calendrier Maya qui disait que le monde va finir en 2012, qu'il y a une C'est ça. apocalypse en 2012. On a prévu une apocalypse. On s'attendait à une apocalypse, mais on s'est jamais attendu à avoir une pandémie. Ça n'était jamais dans notre sillage. Incroyable. Non, mais Donc, c'est vrai. on ne peut rien prévoir. On sait comment dire, on a préparé le pire et on s'est fait mettre au tapis par un coronavirus. Siam, écoute, je te remercie. Merci pour ton temps. Écoute, je vais continuer à suivre tout ce que tu fais, tout ce que tu postes aussi. Au Et puis plaisir écoute, et peut-être qu'on se reverra un jour au Portugal, on sait jamais. mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au Écoute, moi, plaisir. au moment où ton podcast va sortir, j'y serai. Donc, Au plaisir. Ah là là, au plaisir, au plaisir. Siam, je te remercie. Et écoute, je te dis à bientôt.
À Et bientôt. comme je t'ai dit, voilà, je partagerai tous tes liens vers les réseaux sociaux dans la description du podcast. Merci à toi. Ciao, Siam. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce numéro. Avant les vacances d'été, il ne restera plus qu'un seul numéro. Ça sera Ismaël en direct de Chicago. Et puis après, donc, ce sera la pause estivale avec un retour au mois de septembre. Ciao et bonnes vacances d'ici là.